Par capillarité, les grands défis qui sont les nôtres à l'échelle nationale, voire planétaire, infusent au niveau local. Et réciproquement, le local peut impulser le changement. Quand l'action publique se conjugue avec la proximité, mais aussi la durabilité et la responsabilité, on pense aux 17 objectifs de développement durable. La culture et le sport en sont 2 domaines archétypaux à Paris. Les questions environnementales aussi. Changer son cadre de vie, en mieux. À chaque époque, sa culture. Certaines œuvres ont une vocation universelle, traversent les âges, les siècles et bientôt les millénaires. Mais pour le reste, il s'agit bien souvent d'être un écho. Les œuvres sont en résonance avec ce qu'est l'époque. On le voit dans les thématiques abordées, on le voit aussi dans la manière de faire vivre les lieux et les moments culturels. Donc à la Ville de Paris, et je salue en cela l'initiative de la Direction des Affaires culturelles, sur un plan très concret, le réemploi, par exemple, ça fait partie de ce qui est pratiqué d'ores et déjà. Donc c'est pratiqué au sein de certains établissements pour faire en sorte que des éléments, là on parle vraiment de matériaux, soient utilisés d'un moment à un autre. La maison de Victor Hugo réouvre, rénovée. Je vous invite tous à aller découvrir les sublimes dessins de Victor Hugo. Eh bien, les dessins de Victor Hugo eux-mêmes, d'ailleurs, fonctionnaient comme ça. Vous pourrez le découvrir. Victor Hugo peignait sur du papier. En transparence, ça imprégnait d'autres papiers qui étaient en dessous et il les réutilisait. Vous voyez, les artistes eux-mêmes, déjà, au XIXe siècle le faisait, et bien avant bien sûr. Ce musée utilise ce qu'il est possible de reprendre d'une exposition passée pour la suivante. J'y pense là parce que ce musée rouvre et qu'il est avancé sur cette démarche. C'est le cas aussi de tous nos établissements culturels. Le Théâtre de la Ville est en travaux depuis plusieurs années maintenant. Ce qui a été déposé, comme on le dit dans les métiers de la construction et du bâtiment, déposé du Théâtre de la Ville, se retrouve ailleurs, qu'il s'agisse d'un escalier, qu'il s'agisse de fauteuils, etc. Mais on a vu des choses par contre, on a des exemples dans d'autres villes européennes ou dans le monde qui donnent envie, qui sont très innovantes aussi et qui donnent envie d'aller plus loin. Je sais que par exemple à Berlin, il y a des trampolines dans l'espace public. Moi, je trouve ça très, très amusant comme proposition à faire aux enfants. Il y a aussi des villes où il y a des filets de badminton. Au lieu de faire un skatepark, c'est un filet de badminton. Pourquoi pas. On peut aussi faire d'autres propositions d'appropriation de l'espace public avec d'autres types de sports. Mais ça, on y travaille avec Pierre Rabadan. Le sport, justement. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 sont l'occasion d'approfondir le sport comme levier global de politique publique, comme accélérateur de changement, mais pas d'exploitation des ressources. On a voulu effectivement rapidement consulter les acteurs finalement du sport, mais aussi les acteurs quotidiens de notre politique publique parisienne, à savoir qu'est-ce que ça peut amener les Jeux Olympiques et Paralympiques dans une ville comme Paris. Et donc pour ça, effectivement, c'était la base et la question qu'on s'est posée pour construire le programme d'héritage. Alors c'est dans le document qui est là que je vous ai montré, mais là c'est 20 mesures très différentes les unes des autres. Je ne vais pas toutes vous les épeler parce que ça va être vraiment pénible sinon, mais on a essayé vraiment de regrouper l'ensemble des politiques publiques qui pouvaient être influées par l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques. Qu'est-ce que ça veut dire influer ? Ça voulait dire qu'ils pouvaient être accélérés. Quelle politique publique pouvait connaître une vraie transformation dans un temps beaucoup plus court qu'est le temps politique ou qu'est le temps d'investissement de la société grâce aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Je crois que c'est un problème transversal, mais qui se résume peut-être à finalement comment on considère le sport dans la société. Est-ce que c'est un loisir, un divertissement ? Ça doit l'être et ça doit le rester, mais est-ce qu'on peut le prendre aussi comme un outil de santé publique, un outil éducatif, un outil finalement qui
qui va permettre a posteriori, si on y met un peu plus de moyens, de faire d'énormes économies et finalement de mieux faire société, de mieux vivre ensemble. C'est-à-dire repenser la ville dans son nouvel urbanisme pour y développer des activités physiques et sportives. Je vous donne un exemple concret, la fermeture des berges de Seine, qui a été un long débat politique et qui aujourd'hui paraît normal pour tout le monde, et tout le monde dit qu'il ne faut pas surtout les rouvrir aux voitures et tout ça, après des années de lutte politique, parfois avec une violence énorme. Et aujourd'hui, c'est un lieu, que ce soit rive droite ou rive gauche, qui est prisé par les gens pour faire du sport. Il y a énormément de gens qui courent, qui font du vélo, qui font des APS, tout type d'activité physique. Mais aujourd'hui, on sait que ces lieux-là, il faut les aménager mieux. Aussi pour que plus de gens viennent faire du sport quand ils n'ont pas une appétence personnelle, mais que ça les incite à venir. Il faut aussi attirer notre public qui est moins central, qui ne vit pas forcément autour des arrondissements de la Seine, ceux qui sont plus en périphérie, à peut-être venir sur ces espaces-là parce qu'ils s'en sentent un petit peu éloignés. Et puis enfin, on a culturellement beaucoup de centres sportifs qui sont autour du périphérique. Ceux-là, il faut les rendre, à mon goût, un peu plus vivants, un peu plus ouverts sur la ville. C'est-à-dire que peut-être décloisonner ces lieux-là qui accueillent beaucoup et principalement des associations sportives pour des matchs de pratiques spécifiques. Voilà, on aimerait les rendre un peu plus végétaux, y mettre un peu plus de lien social aussi en y faisant d'autres activités peut-être que simplement de la pratique pure et permettre aux gens d'y accéder comme un lieu de vie plus qu'un lieu uniquement de pratique sportive. Voilà, donc notre idée c'est vraiment à la fois de faire des lieux sportifs qui existent actuellement un lieu un peu plus de vie transversale où il va se passer autre chose que de la simple pratique sportive pure, et puis dans le centre de Paris, dans les rues qui sont aujourd'hui très minérales, où il y avait beaucoup de place qui était donnée à la voiture, de transformer ces rues-là. Alors, vous avez peut-être entendu, mais on va supprimer quelques places de parking en surface. Dans le réaménagement de ces rues-là, d'y laisser toute la place que le sport doit avoir pour développer les activités physiques et sportives et permettre d'avoir ce parcours que l'on souhaite mettre en place à travers des dispositifs à l'école, autour de l'école, sur on appelle ça des dispositifs Paris Sport, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a les mercredis du sport, il y a les Paris Sport vacances, il y a les Paris Sport famille, il y a les Paris Sport dimanche, et il y a les Paris Sport seniors. Il en existe beaucoup d'autres. Ce sont des dispositifs gratuits que la ville met en place pour inciter les gens à venir faire du sport quand ils n'ont soit pas les moyens de se payer une pratique individuelle, soit qu'ils n'ont pas cette culture-là. Et on voudrait vraiment que la ville soit force de proposition pour donner des solutions à des gens qui doivent et devraient en tout cas pratiquer ces activités physiques et sportives qui sont essentielles pour être en bonne santé. Et voilà, c'est dans cette réflexion globale qu'on essaie de se placer. On a fait, j'ai plus le nombre exact, mais je pense que c'était une 60aine de réunions, ou un petit peu plus, avec, je crois, à peu près 10 000 personnes qui ont été consultées à l'arrivée, pour essayer de voir ce que les gens attendaient finalement d'un événement comme celui-là, de le comprendre et nous on avait notre vision, je l'ai un peu détaillé sur des éléments clés, mais on voulait surtout d'abord pas décider tout seul dans notre coin et puis être sûr de ne pas passer à côté de quelque chose que l'on n'aurait pas forcément identifié. Donc ça a pris beaucoup de temps, ce qui explique qu'il y a eu entre l'attribution des jeux, parce qu'on avait déjà fait un plan d'accompagnement de la candidature. C'est-à-dire qu'il y avait 42 mesures sur lesquelles on avait déjà influé en phase de candidature sans savoir si on aurait l'organisation des Jeux. Mais une fois qu'on les a eues, après on s'est dit, ok, maintenant, comment on continue peut-être les mesures qu'on a déjà lancées, ou on les renforce. Et je vais juste terminer en disant que c'est pas simple, parce que c'est aussi se mettre nous-mêmes des contraintes. C'est-à-dire que quand on accueille les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est déjà un défi en soi. Les Jeux Olympiques, c'est 28 championnats du monde au même endroit, au même moment, avec beaucoup d'enjeux et de problématiques à aborder. Surtout qu'on veut faire des Jeux un peu d'une nouvelle norme, comme je le disais tout à l'heure, qui ont des critères imposants en termes de charte sociale, de développement notamment de réduction de l'empreinte carbone des Jeux, et
beaucoup d'aspects, vous le verrez, certains qui sont connus et d'autres qui sont en cours de travail, pour pouvoir permettre d'avoir des jeux nouveaux, responsables, comme je le disais tout à l'heure, mais qui aussi impriment une nouvelle norme. Parce que pour moi, il y a un lien direct entre la situation climatique et l'urgence dans laquelle on est, et le fait de faire du sport tous les jours, quand on est sportif de haut niveau, c'est ce qu'on fait. Il y a un rapport à l'air, notamment, qui est assez direct. Donc oui, prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de la planète. Donc il y a un rapport direct, prendre soin des autres, de fait, parce que on vit tous sur la même planète, on respire à peu près tous le même air. Et de fait, il y a aussi un lien direct avec, on le disait tout à l'heure, l'état sanitaire de l'environnement dans lequel on évolue. Le sport peut participer à ce que chacun ait une conscience plus forte des enjeux climatiques et de l'urgence dans laquelle on est. Ce sera très bien, et il peut le faire, ne serait-ce que par le relais médiatique que peut avoir le sport. Si on peut se rebaigner dans la Seine, ça sera quand même un geste et un marqueur fort, quoi, parce que finalement, c'est aussi reprendre soin de l'eau qui est essentielle à la vie. Et finalement, l'histoire de Paris, elle s'est construite autour de la Seine. Et donc voilà, c'est un symbole qui me paraît pertinent, ne serait-ce que pour cette raison-là. Et puis la Seine, ça a été aussi l'axe de notre candidature. La Seine, elle passe à côté du village olympique, qui sera sur l'île Saint-Denis. Elle passe à côté du Stade de France. Et elle rentre par le nord de Paris pour pénétrer évidemment par les canaux jusqu'à la Bastille. Et puis après, elle va tout le long de ce qui seront des sites olympiques, Concorde, Tour Eiffel, voilà. Et donc il y a un lien, un rapport à l'eau aussi sur cette candidature qui a toujours été très fort. Si la ville s'engage, quid des habitantes et des habitants, et en particulier des plus jeunes? Eh bien, attentes sociales et implication citoyenne se rencontrent plus souvent qu'on ne croit. Exemple avec la solidarité intergénérationnelle. Exemple aussi avec le bénévolat pour les jeux, pour apprendre les uns des autres. Apprendre tout court, se former, déployer un potentiel commun et vivre pleinement sa ville et sa banlieue. Pour rechercher un dispositif innovant, mais innovant et qui réponde à un besoin, a émergé l'idée de créer un programme qui mettrait en relation des jeunes, enfin plus ou moins jeunes, il n'y a pas d'élément d'âge, permettant d'accompagner des seniors qui seraient en situation d'isolement telle que ça les empêcherait, donc pas des personnes qui ont des problématiques de dépendance, de mobilité, mais qui socialement ne se sentent pas en force pour aller seuls, peut-être se promener tranquillement dans leur quartier, peut-être pour aller dans un musée, même peut-être pour aller se rendre dans un rendez-vous médical ou faire des démarches administratives, mais qui se sentiraient sécurisés pour se déplacer accompagnés. Où il y a près de 2000 volontaires qui se sont inscrits. Donc il y a une application qui fait l'interface. Pour les seniors, évidemment, il y a un numéro de téléphone spécial. C'est une sorte de service gratuit. Enfin, voilà, tous les éléments support de coordination et de formation, évidemment, sont pris en charge. Mais le dispositif met à disposition des volontaires et des seniors qui se sont inscrits dessus, évidemment, gratuit. Et ça rencontre un succès réel. Il y a une vraie identité intergénérationnelle parce que la moyenne d'âge est entre 25 et 30 ans. Et vraiment, ça crée des belles histoires, voilà, puisqu'au début, l'idée, c'est pas non plus qu'il y ait des binômes qui se forment, mais on a pu constituer des volontés de la part de certains seniors ou de jeunes de rester en lien et de se voir régulièrement. Et c'est une structure qui se base sur la formation. Il n'est pas question de mettre en relation des bénévoles qui ne seraient pas sensibilisés, un minimum formés sur voilà, avec qui vous allez être mis en relation, pour quel type de mission, quels sont les éléments en termes peut-être de comportement, de respect de la vie privée. Voilà, les gens ne vont pas chez les personnes âgées, elles les accueillent vraiment à l'extérieur dans le cadre des missions. Et donc ça, c'est tout le travail et le savoir-faire des petits frères des pauvres qui apporte sa plus-value dans ce dispositif. Et ça crée beaucoup de témoignages, beaucoup de transmissions, puisque ce sont des temps, non seulement ces jeunes, ces volontaires peuvent aider ces personnes plus âgées à faire quelque chose, mais c'est aussi des temps d'écoute
des temps d'échange et de partage. C'est vraiment les remontées qu'on a. Donc il y a une visée qui était assez bien identifiée sur la lutte contre l'isolement, donc de permettre à ces gens-là qui auraient tendance à rester chez eux alors qu'ils avaient des envies de faire d'autres choses. Donc on y répond. Et en même temps, on voit que ça ouvre la porte sur des aspects encore plus humains de relations sociales et de transmission. Et je pense aussi que ça permet, dans ces moments de déambulation à l'échelle d'un quartier ou de telles visites, peut-être de promenades, d'expositions, même d'accompagnement, aux jeunes, de prendre aussi mieux en compte ce qu'est la réalité peut-être quotidienne de certains seniors dans leurs déplacements au sein de l'espace public ou de leur réflexion sur la vie, puisqu'on sait qu'il y a des échanges plus personnels en fonction de la répétition des rencontres qui peuvent avoir lieu. Donc voilà, ça c'est un des dispositifs qui illustre à peu près le cadre dans lequel on essaye d'intervenir au titre des solidarités entre les générations, par exemple. Cette capacité à s'adapter, à trouver des ressources, on la trouve dans beaucoup de secteurs, mais y compris aussi au niveau des personnes âgées, de souligner, parce qu'on c'était quelque chose de présent dans la vie de notre collectivité parisienne, les services civiques, mais on a particulièrement sollicité ce dispositif et les jeunes ont répondu présent, vraiment. Surtout, là, je reviens dans des EHPAD qui sont quand même pas des lieux comme ça de grande accessibilité. Il y a des gens qui ont spontanément envie d'intervenir dans ces lieux-là, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, eh bien là, on a vraiment eu pas beaucoup de difficultés à trouver des jeunes qui sont engagés dans cette démarche de service civique qui est encadrée. Là aussi, il y a un travail de formation et ça doit les aider aussi à se projeter sur leur avenir, parce que souvent, il y en a qui sont un peu en phase de réflexion dans leurs études. Certains sont mineurs, d'autres sont en échec d'études supérieures ou en tous les cas de forte interrogation. Donc ça doit les aider à définir leur projet de formation ou projet professionnel. On a un besoin extrêmement fort de bénévoles pendant les Jeux Olympiques pour la qualité d'accueil notamment du public, qu'il soit français ou étranger, mais il y aura évidemment beaucoup de monde qui va venir à Paris, en région parisienne et en France à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Et pour ça, on parle de l'ordre de, pour le comité d'organisation, à peu près 40 000 personnes. Nous, pour la ville, on est en train de calibrer exactement ce dont on aura besoin en fonction de ça, mais ce sera sans doute entre 15 et 25 000 personnes aussi. Et la Seine-Saint-Denis, chaque collectivité hôte va pouvoir animer son programme donc de bénévoles que nous on appelle des volontaires. Ce sont des gens qui vont s'investir pour participer d'abord à l'événement et puis pour améliorer son organisation et sa tenue. On sait qu'on a besoin de relais au plus près pour diriger, conseiller, accompagner les spectateurs et les gens qui assisteront aux Jeux de 2024. Donc il va y avoir, à l'entrée dans l'Olympiade parisienne, en tout cas sans doute au début de l'année 2022, l'ouverture des programmes des volontaires, parce que ce sont des gens qu'il va falloir former. C'est aussi dans notre programme de transformation olympique, notamment par exemple sur les gestes qui sauvent, ce qu'on appelle les gestes qui sauvent, qu'on a tristement mis en avant après les attentats de 2015 notamment, mais être en capacité, quand on est un volontaire, si jamais on voit quelqu'un qui fait un malaise ou s'il y a un incident, d'être en capacité de réagir rapidement. Donc voilà, c'est une des choses, une des formations que vont recevoir ces volontaires-là. Il y en aura d'autres, notamment en termes de langue. On sait qu'il y a dans les territoires franciliens des gens qui parlent plein de langues et on aura besoin de polyglottes, c'est des gens qui sont capables de conseiller et d'accueillir et de diriger des gens dans leur langue d'origine. Et donc tout ça, voilà, va faire partie du programme de formation des volontaires et on espère agréger un élan important et je pense que c'est aussi une expérience très forte quand on participe à des Jeux Olympiques, de les vivre de l'intérieur, parce que ces gens-là les vivront de l'intérieur. Alors, c'est une implantation qui reste très récente, mais bon, déjà notre ancrage territorial via nos associations sportives, via le travail opéré par l'équipe du comité, avec les collectivités, avec les villes, avec le département, avec les EPT, nous permet d'être déjà en contact en fait avec ces publics. Et notamment en direction avec une forte
dynamique en direction des publics les plus fragiles et les plus isolés, puisque ce sont ces publics-là qu'on sollicite et qu'on souhaite vraiment toucher dans nos activités que l'on déploie à la fois à travers la FGT mais aussi la colloque de l'Ourcq, puisque ce sont eux qui sont les plus éloignés de la pratique. Et puis on a depuis notre implantation eu une démarche de plus en plus offensive, on va dire, en direction des habitants des quartiers populaires alentours, en direction des habitants de la ZAC, pour aller vraiment nous faire connaître. Donc on s'est adressé aux associations locales qui sont déjà existantes, on s'est adressé aux services municipaux, on est allé en sortie d'école, on est allé au contact des centres de loisirs, on va aussi se déployer très régulièrement avec des activités sportives dans le parc de la Bergère pour nous rendre visibles, montrer une activité et faire connaître ce que l'on propose en direction du plus grand nombre. Donc on n'attend pas à ce que les gens viennent à nous, on va vraiment les chercher et on a aussi une démarche évidemment de communication avec nos réseaux sociaux, avec de la presse, avec le relais aussi que peuvent faire les collectivités sur leurs différents canaux. Et l'idée, c'est vraiment d'aller au contact de la population et de ne pas attendre à ce que les gens viennent, puisqu'on aurait ce risque d'avoir finalement que les personnes qui ont déjà les leviers pour accéder à ce type de projet. Et nous, on veut vraiment être dans une mixité sociale la plus importante possible. Saisi un peu toutes les opportunités qu'il y avait sur des journées un peu nationales. Donc on a fait la Semaine Bleue avec des actions de prévention primaire autour des questions de l'autonomie, autour de la lutte contre la sédentarité. Donc on a eu des échanges et une présentation d'un projet qu'on mène dans les EHPAD et les résidences autonomie. Avec des activités sportives gratuites et ouvertes pour les personnes âgées et pour des personnes étant sur le sport sur ordonnance, accompagnées dans ce cadre-là, de ce dispositif. Et on a décidé de créer ensemble, avec le CRI et Tasse de thé, les rendez-vous d'égalité des chances, qui est un programme qui explore une thématique trimestrielle. La première, c'est l'orientation professionnelle, ça a commencé. Et l'objectif de ce programme, c'est de donner envie de découvrir. On va aussi faire des learning expéditions dans des écoles qui ont aussi des méthodes pédagogiques différentes et innovantes. Donc on va aller au CRI, on va aller à l'école 42. Donc c'est un projet qui est ambitieux et qui nous tient vraiment à cœur. Donc on a ce premier programme avec ces jeunes filles et puis finalement on en a d'autres aussi. On a des ateliers d'écriture qu'elles animent, qu'elles co-animent avec aussi une ancienne professeure de lettres. Des ateliers d'écriture pour s'améliorer dans le cadre scolaire ou pour faire autre chose? Ah non, justement, l'idée c'est vraiment de la connaissance de soi-même, l'épanouissement personnel par l'écriture. D'accord. Voilà. Et puis là maintenant, on est en train de développer un autre programme qui va s'appeler la mi-temps d'Ego. L'Ego, c'est les filles. On va mettre en lien les jeunes de Tasse de thé, tout le public qu'ils ont, et puis d'ailleurs pas que, hein, mais tous les gens du quartier qui seraient intéressés pour rencontrer des femmes qui évoluent dans le milieu sportif. Pas forcément des sportives, mais elles peuvent être aussi derrière la scène. Pour partager leur expérience et aussi démocratiser et féminiser le milieu sportif. La maison de la conversation hors les murs et aussi elles nous permettent de pouvoir nous faire remonter les besoins des habitants, des jeunes, pour qu'on puisse travailler sur des programmes, sur des actions, sur des thématiques qui intéressent et qui sont importants pour les habitants. Quand vous dites des jeunes, c'est quelle tranche d'âge? Les ambassadrices et puis les gens qui viennent ici. Alors, les ambassadrices, elles sont étudiantes. Ce sont des étudiants. Il y a un garçon, mais c'est vrai que comme il n'y en a qu'un, on les a appelés les ambassadrices. Voilà. Les rendez-vous d'égalité des chances, on est un petit peu plus large. On est sur 15-35, puisque l'orientation, ça commence pour certains au collège. Et puis, à 30 ans, on peut aussi être en reconversion professionnelle. Et l'orientation, c'est important aussi.
L'Académie du climat, c'est un lieu qui a ouvert en plein cœur de Paris, dans l'ancienne mairie du 4e arrondissement, un lieu dédié aux jeunes et au climat. C'est un lieu de solutions, de formation, d'action sur le climat, qui a son origine en 2018, avec les marches pour le climat. On avait les jeunes, notamment pas mal de lycéens, qui sont descendus dans la rue et qui ont interpellé les décideurs publics en disant « il y a une vraie urgence climatique, il faut agir ». Ce projet a été conçu en une année, de manière un peu intense, en disant voilà, l'objectif d'ouverture en septembre 2021, avec une première cible qui était les 9-25 ans, mais avec cette idée en 2022 et pour la suite, de pouvoir progressivement élargir, et notamment de travailler sur l'accompagnement vers les métiers de la transition écologique, et donc de la formation et de l'orientation professionnelle. 3 grands principes nous ont guidés. C'était parce que la maire de Paris avait insisté sur l'importance de l'innovation pédagogique à l'Académie du climat. C'est un lieu où on doit essayer de faire autrement et différemment avec cette jeunesse sur les questions climatiques. Et donc on avait un triptyque qui nous a guidés. C'était à la fois de pouvoir sensibiliser, qui est la première étape qui est indispensable pour pouvoir passer à l'action. Et donc c'est pour ça qu'on a construit des parcours pédagogiques dans lesquels il y a un premier module qui est de la sensibilisation, qui passe par différents outils qui sont désormais à notre disposition, des jeux pédagogiques, que sont la fresque du climat, fresque de la biodiversité, fresque de la Renaissance, mais aussi Inventons nos vies bas carbone. Et donc on a une équipe de médiateurs qui a été formée à tous ces jeux et tous ces outils, et qui vont directement dans les classes pour faire ce premier module qui est de la sensibilisation. Deuxième volet du triptyque, c'est expérimenter. Expérimenter concrètement des solutions soi-même. Et donc c'est pour ça que dans nos parcours pédagogiques, on a 8 grands parcours au sein de l'Académie du climat, dans lesquels les classes peuvent s'inscrire. C'est un deuxième module d'un atelier pratique, où la classe qui est dans un parcours pédagogique va venir à l'Académie du climat et va réaliser un atelier concret, où chaque enfant va vraiment expérimenter une solution. Et donc ça va être par exemple un atelier de cuisine dans le parcours alimentation, cuisine végétarienne, où on va travailler avec des produits locaux et de saison et réaliser une recette qu'on va pouvoir manger tous ensemble ou pouvoir ramener chez soi et pouvoir refaire à la maison. Ça va être un atelier de réparation vélo, apprendre à changer une roue, à changer des freins. Donc là on voit le spécimen de vélo en cours de réparation. Ça va être un atelier de couture dans notre espace manufacture, où on va apprendre à réparer des vêtements. En ayant été sensibilisé au préalable, et on resensibilise aussi pendant cet atelier pour comprendre quel est l'impact de notre alimentation, quel est l'impact de changer de vêtements si souvent. Et, voilà, et on donne une solution concrète sur comment on peut agir pour faire différemment. Et enfin, le dernier volet de ce triptyque, c'est se mobiliser collectivement. Si on veut y arriver à lutter contre ce dérèglement climatique et ce changement-là, il va falloir qu'on agisse tous ensemble. Donc individuellement, il faut qu'on agisse, mais collectivement aussi. Et donc c'est vraiment de se dire que l'Académie du climat, c'est pas un lieu où on vient faire de l'atelier one shot et on repart chez soi, et c'était marrant, on a appris à faire un atelier cuisine. Et donc c'est un vrai accompagnement de projet qui se fait, donc là qui est un peu plus sur du moyen long terme. De dire voilà, la classe est venue, elle a été sensibilisée, elle a fait un atelier alimentation. Maintenant, comment on arrive à aller sur quelque chose d'un peu plus transformatif et un peu plus long terme? Et donc c'est un vrai accompagnement de projet, par exemple, qui va te dire voilà, vous voulez plus de menus végétariens à la cantine? Eh bien, on va vous aider à travailler le plaidoyer, à aller rencontrer les caisses des écoles, la restauration scolaire pour travailler sur un menu avec plus de menus végétariens. Ça va être de dire, voilà, vous êtes venu travailler sur la biodiversité, vous voyez qu'il y a un vrai problème de biodiversité, et notamment en ville, vous allez venir construire des nichoirs à l'Académie du climat, en installer dans votre cours d'école. Vous avez travaillé sur la mobilité, sur les vélos, vous voulez venir en vélo à l'école, il n'y a pas de rack à vélo. On va travailler aussi le plaidoyer à pouvoir faire une demande à la mairie d'arrondissement pour faire installer des racks à vélo. Voilà. Ou aussi des projets pour son quartier, pour son immeuble, et vraiment de pouvoir accompagner là-dessus. Ce projet, il est co-construit avec des jeunes. Il y a une vingtaine d'associations de jeunes qui sont qui s'appelle le groupe Jeunes, donc des associations de jeunes engagés sur le climat, qui depuis 1 an co-construisent avec nous le projet et qui ont à disposition 3 espaces, un espace d'éco-working qui leur est dédié, les anciens bureaux du maire du 4e arrondissement, un espace dans lequel ils peuvent se retrouver, faire leurs réunions de travail, faire différentes choses, et qui sont vraiment associés avec nous. Mais aussi de pouvoir accompagner des jeunes qui ont des projets pour le climat avec un incubateur. Il y a un exemple je pense que vous avez dû déjà prendre quelques images de maquettes de rooftops. Et ça, c'est 3 étudiants en architecture du MIT, français,
qui étaient un peu frustrés à Paris de se dire on manque d'espace en plein air à Paris. Mais c'est compliqué parce que c'est une ville extrêmement dense. Quand ils étaient aux États-Unis, ils ont constaté beaucoup plus de rooftops. Ils se sont dit ça serait bien qu'à Paris on ait plus de rooftops. Sauf que ils sont architectes, donc ils ont creusé un peu la question technique. Ils ont dit les rooftops on les construit sur des immeubles neufs à toit plat. À Paris on a des immeubles essentiellement anciens avec des toits en zinc et pentus. Et donc ils ont dit mais il y a un problème, comment on apporte une solution? Et donc au MIT ils ont été incubés et ils ont créé une start-up qui s'appelle Roofscapes, qui est le principe de mettre des rooftops en bois qui s'appuient sur les murs porteurs. En disant, à Paris, on a la chance d'avoir des murs haussmanniens qui sont épais, qui sont solides, et sur lesquels on peut s'appuyer. Ils ont créé leur start-up, développé ces maquettes qu'ils ont envoyées à Séoul à la Biennale de l'architecture. Et on a proposé, nous, de les accueillir et de leur dire, on va vous incuber et vous accompagner pour essayer de développer ce projet-là, parce qu'on pense que c'est une vraie solution pour végétaliser la ville et rendre la ville de Paris plus résiliente aussi.